Bonjour à tous, nous poursuivons les dialogues autour du cours de philosophie des sciences de Nicolas Boulot. Nicolas Boulot, bonjour. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de psychanalyse et de ses rapports à la connaissance. En pastichant Lacan, on peut dire « il y a de l'inconscient dans la science ». C'est du moins ce que disait un mathématicien, et non des moindres, Henri Poincaré. Et déjà avant lui, des scientifiques ont témoigné en observant le processus mental de leur propre travail. Ils ont trouvé des manières de pulsions cognitives qu'ils ont désignées par des vocables variés avant que la psychanalyse en fasse des productions de l'inconscient. Vous faites allusion à Pierre-Simon Laplace au début du XIXe siècle qui parle de sensorium. Oui, le sensorium, c'est à son avis ce qui permet aux souvenirs de communiquer entre eux par analogie. Souvenons-nous de sa façon de penser la résonance en mécanique. Henri Poincaré, un siècle plus tard, par une auto-analyse approfondie, envisage une pensée subliminale, inventive, capable de deviner par une sensibilité artistique la beauté des mathématiques. Jacques Hadamard, grand mathématicien lui aussi, poursuit cette enquête en montrant la présence d'une pensée sans mots. Question philosophique très intéressante. Et dépeint le non-conscient par le vocabulaire des atomes de Démocrite. Il confronte les vues de Poincaré à d'autres cas, à d'autres théories. La thèse centrale est celle d'un inconscient mis en mouvement par le travail préparatoire et l'insatisfaction des insuccès. Un inconscient esthète, sélectionnant des combinaisons plus librement que la pensée consciente. De toutes les façons, les mathématiciens utilisent des images dans leur propre travail de recherche. Oui, Laurent Schwartz pense une distribution comme une fonction grisâtre. Gustave Choquet pense les cônes d'analyse fonctionnelle grâce à des copeaux qu'on taille dans un bâton. Mais elles sont transmissibles. La même chose peut être dite pour les récits imagés de la physique que Thomas Kuhn désigne sous le terme de paradigme. Il reste évidemment une empreinte de cet inconscient dans la science une fois retravaillée et épurée. En fait, Hadamard ne fait pas référence à la psychanalyse. Pourrait-on mieux connaître l'inconscient ? Écrit-il. J'ai trop peu de renseignements sur la psychanalyse pour savoir si elle est capable, d'une façon scientifiquement vérifiable, naturellement. Cet euphémisme en dit long sur ses réticences. Elle nous remémore le débat sur la scientificité de la psychanalyse durant l'entre-deux-guerres et au-delà, notamment les positions tranchées de Popper et de Piaget et de leurs écoles. Il devient aujourd'hui évident que Freud ne pouvait échapper à cette grille du modernisme qui voulait que tout fût science ou non-science. La psychanalyse explore beaucoup plus loin que le ressenti des scientifiques sur les origines de leurs dons mathématiques. Une des premières de ses conclusions est que nous sommes réticents à l'exploration de notre inconscient. Les forces qui gouvernent notre psychique dépassent largement ce qui relève de l'esthétisme. Il y va du plaisir et de l'angoisse. Nous enfouissons les affects
qui ont configuré la grille qui nous sert de repère à cet égard par le refoulement. Comment comptez-vous procéder pour nous faire entrevoir ce que la psychanalyse apporte? Alors, il ne s'agit certainement pas ici de déterminer comment les concepts introduits ou repris par Freud, la résistance, la libido, le surmoi, le complexe d'Oedipe, le ça, etc., pourraient faire apparaître quelques biais dans la science par le fait qu'elle est fabriquée par des hommes en partie mus par leur inconscient. Vaste programme. Non, en revanche, la question que je souhaite explorer et pour laquelle la pensée psychanalytique nous apporte énormément concerne la soif de savoir et la nature de la connaissance qui résulte de ce que la science est souhaitée pour apaiser quelque chose comme un souci. Pour cela, je m'appuierai davantage sur Lacan, dont la philosophie est moins gênée par le sillage du positivisme. Freud, en effet, qui reste très attaché à présenter sa contribution au savoir des thérapeutes comme scientifique et qui vit à une époque où la science n'a pas encore été perturbée, la science des Pasteur, des Claude Bernard, des Ernst Mach, n'a pas encore été perturbée par l'indéterminisme quantique. Freud donc occulte d'une façon finalement très surprenante que son propre rapport à la science est largement dû à son talent interprétatif et à sa créativité particulièrement talentueuse à cet égard. Lacan considère que l'inconscient est source véritable de notre créativité. La thèse soutenue par Lacan concernait un cas de paranoïa. Il s'agit d'une femme qui fut internée car elle allait poignarder une actrice à la sortie du théâtre qui lui aurait usurpé sa personnalité et sa célébrité. La présentation faite par Lacan est très différente du cas de paranoïa traité par Freud, le fameux cas du président Schreiber. L'époque n'est plus la même. La physique a posé le principe d'incertitude. La logique a rencontré l'indécidable. Lacan, avec insistance, défend le talent de cette femme. Il cite le roman qu'elle est en train d'écrire. Elle paraît active, vivante. Ses dons auraient pu se développer d'une façon purement artistique, dans l'émotion d'une névrose à demi maîtrisée, sans acte paroxystique qui lui valurent d'être interné. Lacan propose-t-il une véritable épistémologie? Alors, dans ses écrits et dans son séminaire, Lacan dénonce tout déterminisme de la connaissance, en restaurant la place du sujet. Pour Lacan, il n'existe pas d'entité supérieure qui détiendrait le savoir du réel de demain. Ainsi qu'il le dit comme un slogan, nous resterons attachés à un facteur de résistance tant que le sujet supposé savoir avant que nous sachions n'aura pas été mis en question de la façon la plus sérieuse. Et donc il ouvre une nouvelle image de la science comme paranoïa réussie. Phrase à rapporter évidemment à l'intérêt qu'il porte à la vitalité du délire paranoïaque et à sa tendance à considérer ce penchant très commun comme une composante créative de la personnalité. Pour définir le savoir vrai, Lacan écarte l'absolu et l'universel du positivisme, au profit d'une conception finalement assez proche
de celle de la sociologie des sciences. Une connaissance est délirante, écrit-il, si elle n'est pas assez conforme aux nécessités du groupe à qui elle s'adresse. Alors qu'interprétation signifie essentiellement déchiffrement chez Freud, ce qui est conforme à une conception univoque de la science, Lacan en souligne le côté productif. Les rêves doivent être interprétés, mais le délire est par lui-même une activité interprétative de l'inconscient. Il formule cet énoncé de référence: le savoir, ça s'invente, qui est une invitation à repenser l'épistémologie. Cela veut dire que la connaissance se jardine toujours dans le terreau de l'inconscient et que, finalement, la validité scientifique du savoir n'éclaire pas vraiment sur la raison ou la déraison de l'auteur. La science est une activité et à ce titre est porteuse de valeurs morales. Quelle serait celle que vous tireriez de la psychanalyse? Alors, d'abord, l'observation suivante, qui est fondamentale, qui est qu'il existe un lien indéfectible et ontologique entre le domaine que nous appelons connaissance, science, savoir, et la catégorie psychique que nous désignons sous les termes de crainte, souci, angoisse. D'abord, évidemment, parce que l'inquiétude est comme une blessure qui demande un soin, qui appelle une information plus pertinente. C'est un malaise qui joue le rôle d'embrayeur de la pensée. Mais aussi parce que la peur démultiplie les ressources imaginatives. C'est flagrant chez le paranoïaque. Et nous sommes tous paranoïaques à cet égard. Dans le malheur, notre propension à construire une lecture globale d'une situation particulière s'intensifie. Et c'est l'amorce d'une procédure cognitive. Et enfin, c'est lié la quête intense de connaissances pertinentes selon des critères exigeants est elle-même angoissante au plus haut point. Mais alors, si crainte et connaissance sont liées au niveau psychologique pour l'individu, il est certain qu'elles le sont également au niveau social, dans le déroulement historique de la science, c'est-à-dire d'un point de vue épistémologique. Il y a donc là un passage du local au global qui est à examiner. Les craintes sont en général issues de circonstances et de lieux sociaux particuliers, et la science, en principe, lorsqu'elle a bien décanté des controverses, ambitionne une pertinence générale. Puisque nous y sommes, mentionneriez-vous d'autres enseignements de la psychanalyse comme direction axiologique? Alors je pourrais en mentionner deux qui sont liés à la question du vivre ensemble et donc à l'état de la planète. Peut-être le trait le plus fort est-il la reconnaissance du rôle fondamental de l'amour dans la société, aussi important que l'eau, peut-être autant menacé qu'elle. Denrée précieuse, souvent il manque, on ne sait pas comment le faire renaître. C'est lié à ce que Lacan appelle le grand autre, compris de maintes façons, une projection
vers une société qui n'est pas comme on la souhaiterait, un appel sans réponse. Et puis également la créativité de la vie singulière. Je vais l'expliquer. Cela veut dire d'abord la non-réductibilité à quelque système que ce soit de la configuration personnelle, ni par une psychologie scientiste, ni par les gènes et une biologie envahissante. C'est un pilier central pour une forme d'humanisme respectueux de ce qui est merveilleux chez l'autre, curieux, inattendu, surprenant, artistique, séduisant. Et aussi, second volet, qu'il y a de l'ignorance irréductible dans ce que nous, comme sujet, et la société dans son ensemble, savons de tout être humain particulier. Et que la conscience de cette ignorance est au cœur même de la civilisation. Il y a un danger d'oublier cela à cause de la superbe que la science positive a installée. Nous allons rester là pour aujourd'hui. Merci. La prochaine fois, nous évoquerons le développement scientifique en tant que perturbation du monde, les philosophies de la technique et de l'environnement. Je rappelle que le cours dont nous discutons est édité aux éditions Spartacus IDESH.